Bon, écoutez, très heureuse aujourd'hui de vous accueillir une nouvelle fois pour le séminaire du CAUE. Je suis très heureuse de voir que cette salle est pleine aussi. Donc, c'est que la thématique du faire avec et du réemploi est importante pour tous. Et je crois qu'effectivement, c'est un sujet majeur pour nous tous. Alors, donc, c'est un thème qui va refermer notre cycle, hein, puisque l'année dernière, nous avions eu le même thème. Mais comme c'est un sujet extrêmement important, eh aujourd'hui, on refait ce même faire avec pour terminer ce cycle que nous avions commencé. Alors, faire avec, vous le savez, c'est aujourd'hui absolument une obligation qui s'impose à nous tous, hein, acteurs de la fabrique de la ville et de la qualité de notre cadre de vie. Faire avec, c'est faire avec l'urbain, c'est faire avec les bâtiments, c'est faire avec les habitants, c'est faire avec le déjà là, ou bien grâce aussi à l'intelligence collective de l'ensemble des acteurs et des parties prenantes des projets que vous avez tous et de l'emploi des matériaux. Alors, depuis l'ère industrielle, la construction se caractérise par une utilisation intensive de toutes nos ressources épuisables et des matériaux transformés, accentués bien sûr par la globalisation des échanges commerciaux. En France, chaque année, c'est entre 25 et 30 000 hectares de sols naturels ou agricoles qui sont artificialisés, soit l'équivalent d'un département tous les 7 ans. Ces sols sont excessivement imperméabilisés, souvent pollués, puis délaissés. Alors, ce n'est pas aujourd'hui où on est à Saintes, où on voit la Charente déborder de tous les côtés, qu'on n'est pas justement très sujet ou très sensible à ce problème d'imperméabilisation des sols. Quand vous êtes venu, vous avez vu toutes ces rives, toutes ces rues inondées et ce débordement de la Charente. Je crois que là, on est exactement aujourd'hui dans le bon endroit pour parler de cette imperméabilisation à outrance des sols. Les sols, bien sûr, les bâtiments, mais c'est aussi le sable, c'est aussi les forêts, c'est aussi les métaux. Le secteur du bâtiment est de plus à l'origine de 70% des déchets produits en France chaque année, soit 40 millions de tonnes, et l'un des plus gros émetteurs, évidemment, de CO2. Je prends mes notes quand même, parce que c'est un sujet... La crise climatique, la diminution de la biodiversité et des ressources nous oblige aujourd'hui à reconsidérer ce qui a été la norme depuis les années 50. Pour engager cette transition, il s'agit dans un premier temps de révéler le foncier qui sommeille afin de permettre sa mutation, mais aussi de former tous les acteurs de la fabrique de la ville avec l'appui des acteurs politiques territoriaux. D'après la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, l'État et les collectivités territoriales ont un objectif à l'horizon 2020, donc il serait temps de s'y mettre, de valorisation d'au moins 70% des matières et déchets produits sur les chantiers de construction dont ils sont maîtres d'ouvrage. Dans ce contexte, le réemploi des matériaux de construction ou des constructions est une solution permettant de réduire la quantité de déchets de chantier et l'impact environnemental du secteur. Alors, c'est bien sûr l'objectif de ce séminaire, qui est de vous inciter à aller plus loin et de vous montrer les outils à votre disposition. Au-delà de la théorie, par des illustrations de cas concrets, et d'ici et d'ailleurs, à différentes échelles de territoire et de projets. Alors, je ris parce que nous avons eu un gros souci d'imprimante, voilà, et j'ai un discours qui est absolument avec des ratures, enfin bon,
Donc, on fait ce qu'on peut, là, voilà. Donc, on a fait du réemploi, voilà, on a fait du réemploi tout de suite, nous, immédiatement. Et c'est pas très commode de faire un discours avec quelque chose il y a du rouge, du noir, voilà. Donc, bon, enfin, bon, on connaît quand même ce sujet qui est extrêmement important. Donc, pour finir, vous dire que le CAUE vous proposera également des visites pour continuer d'illustrer ce séminaire. On aura celui de l'école Lavoisier à La Rochelle, qui est une réhabilitation, extension de l'école. Cette visite a déjà eu lieu en octobre, mais d'autres suivront. Et puis, différents rendez-vous vous seront proposés au cours de l'année aussi, autour en particulier de l'itinérance de l'exposition Matière grise, qui a été créée par le pavillon de l'Arsenal sur tout le territoire charentais-maritime. Et pour évidemment rester informé, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter du CAUE, où vous avez toutes les informations qui sont disponibles. Je voudrais terminer par remercier évidemment la ville, si M. Callot arrive, mais qui nous accueille ici à Saintes et qui illustre parfaitement ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire faire attention de ne pas avoir des inondations partout. Et puis l'ODIS, qui est un fidèle de nos séminaires, les Mères pour la planète, qui sont également présents aujourd'hui, l'ADDTM en la personne de M. Haït Aïssa, qui est présent aujourd'hui. Merci à vous d'être là. En plus, l'ensemble, bien sûr, de tous les intervenants. Pénélope Fléché et le CAUE qui ont monté l'ensemble du séminaire. Cyril Véran qui anime cette journée. Hélène Pouille, qui va être la facilitatrice graphique. C'est une première, voilà, elle est là. C'est une première, donc on va avoir des dessins qui vont illustrer cette journée. Le phare pour la captation vidéo, et bien sûr l'équipe de l'abbaye aux Dames et tout l'ensemble du CAUE qui maintenant a une bonne maîtrise de tous ces colloques que nous vous proposons. Et donc, je vous souhaite une excellente journée de travail. Merci à vous. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette journée consacrée au réemploi. Je vais inviter Pierre Belliris qui va introduire le sujet, mais je tenais aussi à remercier, donc je suis Cyril Véran, journaliste et architecte et chargée d'animer cette journée. Et je tenais à remercier justement le CAUE de cette invitation à discuter, réfléchir sur un sujet important. Le réemploi est encore une filière timide, mais elle avance et on va voir comment elle avance et comment elle se développe aujourd'hui. Et compte tenu du contexte actuel, elle ne peut que s'accélérer. Vous avez tous pris connaissance du programme. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, juste vous préciser que dans la matinée, nous aurons 2 interventions, 2 retours d'expérience sur la manière dont le réemploi est mis en place à l'échelon intercommunal. Et l'après-midi, nous aurons des cas concrets, des présentations de mise en œuvre du réemploi appliqué aux bâtiments, au paysage, à l'espace public. Donc voilà, donc le matin, l'après-midi. Dans la matinée, nous aurons donc une table ronde avec des experts de choix pour voir comment ils avancent justement sur cette question du réemploi et aussi les obstacles. Il y en a pas mal, et notamment la question assurantielle. Et là, nous aurons un point en tout début d'après-midi pour voir comment justement comment on peut lever ces freins. Voilà, vous avez l'essentiel. Donc, pour introduire le sujet, Pierre Belliris, je vous en prie. Je vais vous présenter rapidement. Donc, vous êtes architecte et urbaniste, docteur en architecture et en urbanisme. Vous êtes chercheur également au laboratoire architecture, environnement et culture constructive à l'école d'architecture de Grenoble.
où vous avez été enseignant pendant un certain nombre d'années, pendant près de 40 ans. Aujourd'hui, vous êtes enseignant honoraire, je crois, à l'école de Grenoble. Et donc, dans le cadre de vos recherches, vous avez conduit une étude sur le réemploi qui a fait l'objet d'une publication qui est parue l'année dernière aux éditions du Moniteur. Et à ce titre, vous êtes la personne tout indiquée pour introduire le sujet. On vous écoute. Bien, un grand merci au CAUE de la Charente de m'avoir invité pour cette... un petit peu plus fort. La Charente-Maritime, pardon. Excusez-moi. Oui, grand merci de m'avoir invité pour cette occasion de parler du réemploi en architecture et en construction. Cyril m'a rapidement présenté, donc je suis Pierre Belliry, je suis architecte de formation, architecte urbaniste, praticien à une certaine époque, et pendant longtemps, effectivement, enseignant et chercheur à l'école d'architecture de Grenoble. Et puis, oui, parce que ça ne suffit pas à tout dire sur une personne, je suis aussi glaneur depuis très très longtemps, depuis toujours pratiquement, tout petit déjà, je suis tombé dedans. Récupérateur, réemployeur, bricoleur, constructeur aussi. Donc cette question du faire avec, cette thématique générale du faire avec pour laquelle je suis invité aujourd'hui, j'y suis sensible depuis très 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 longtemps déjà. À la fois dans ma pratique opérationnelle, à la fois dans la pratique d'enseignant et de chercheur. Et puis cela m'a amené en tant qu'enseignant-chercheur, justement, à me poser la question de dépasser un simple point de vue individuel, personnel, dépasser une simple passion, dépasser l'amateurisme, finalement, pour tenter d'atteindre une dimension beaucoup plus professionnelle dans ces pratiques du réemploi en architecture. Le temps des tout le monde n'en était pas convaincu il y a 50 ans, tout le monde n'en est sans doute pas encore convaincu aujourd'hui d'ailleurs, mais le temps des ça fait longtemps qu'il est présent pour nous, restaurer, réhabiliter, réparer, reconvertir, restructurer, recycler, régénérer, refaire. Oui, ça fait partie aujourd'hui de termes qui ne sont pas simplement de la doctrine ou de l'idéologie, qui s'imposent à nous tout simplement par la réalité des faits. Le meilleur des bâtiments, la meilleure des constructions sera celle que l'on n'aura pas à démolir, d'abord. Parfois, dans certains cas, certains défendent l'idée que la meilleure des constructions sera celle qu'on n'aura pas à réaliser, à construire en neuf. Mais on est déjà dans une période, déjà depuis plusieurs décennies, dans une période où il nous faut apprendre à gérer l'existant, à le mettre en valeur, à le reconditionner, j'allais dire, c'est un terme un petit peu barbare, mais en tout cas, à le remettre en valeur, beaucoup plus que penser à faire du neuf. Dans les écoles d'architecture, c'est pas gagné, en tant qu'enseignant, je peux le dire, après 40 ans de pratique, c'est pas encore si évident. Est-ce que ce sera la nouvelle génération pour laquelle, de toute façon, cette réalité va s'imposer, est en train de s'imposer. C'est la nouvelle génération qui aura à faire face à cette pensée nécessairement circulaire de la construction. Donc d'abord, la première chose que je défendrai, même si je suis ici pour parler de réemploi d'un bâtiment qui est tombé qui a été démoli, démonté et qui est devenu des pièces détachées, la première question qui se pose, c'est pourquoi démolir? Est-ce qu'il faut démolir? C'est un préalable extrêmement important. On s'aperçoit, et ça a été confirmé dans les recherches que j'ai pu faire, que les raisons pour lesquelles on démolit des bâtiments ne sont pas toujours évidentes, ne sont pas toujours rationnelles. Je ne vais pas parler de bon ou mauvais, mais en tout cas, elles ne sont pas toujours simples à comprendre, sont extrêmement complexes, et ne sont pas toujours celles que l'on met en avant de façon la plus simple et la plus évidente. Donc la première chose que je ferais, c'est d'encourager à connaître. Connaître, c'est le premier acte pour ensuite reconnaître les choses, reconnaître la valeur des choses, s'interroger sur ces valeurs. On verra comment la question du réemploi interpelle sans cesse les valeurs que l'on met sur des constructions et sur de l'architecture.
Bien, malgré tout, lorsqu'un édifice est réduit en pièces détachées, comment peut-on tirer de ce qu'il en reste? La recherche universitaire que j'ai conduite avec une équipe assez importante pendant plusieurs années, ça avait commencé en 2016, ça s'est achevé en 2021, presque 2022, envisageait la question du réemploi dans la construction de manière systémique, comme une chaîne de production, pour justement s'interroger sur quels sont les éléments de ce système, quels sont les chaînons qui permettent de construire ce système de production, de le développer, de le faire grandir, de lever petit à petit les différents obstacles que cette chaîne peut rencontrer. Donc comment mettre à jour et ensuite fabriquer, consolider, transformer toute cette chaîne de production. Donc cette recherche s'inscrivait justement dans une vision systémique avec comme enjeu précisément d'évoluer du recyclage au réemploi. Alors on me suggérait de donner quelques définitions. Je ne suis pas sûr que je vais tellement m'embarrasser avec ça. Simplement, le recyclage, c'est quand même prendre un édifice, le faire revenir à l'état de matière brute, de matière première qui nécessitera de nouvelles transformations importantes. Le réemploi, alors le réemploi au sens réglementaire du terme du Code de l'environnement, c'est la réutilisation d'éléments de construction pour un usage identique à celui qu'il avait auparavant. C'est une définition extrêmement restrictive que celle du Code de l'environnement. C'est une définition qui met mal à l'aise beaucoup de praticiens parce que la réalité est beaucoup moins simple, la réalité est plus complexe, plus ambiguë. L'une des questions que posera le réemploi, c'est comment éviter par la case déchets, effectivement, parce que le statut de déchet, là encore, dans le Code de l'environnement, pénalise énormément la faculté de réutiliser un élément de construction. Donc, comment passer du recyclage? Tout à l'heure, étaient cités les objectifs en matière de valorisation des déchets, précisément, qui pouvaient paraître assez ambitieux, 70% de valorisation des déchets de la construction, enfin du BTP, du bâtiment et des travaux publics. Cela peut sembler ambitieux, en réalité on y est déjà dans ce degré de valorisation sous la forme de recyclage, et notamment de recyclage en grande masse qui vient du secteur des travaux publics. Donc là, on a des masses qui sont considérables, on a des filières qui sont déjà très organisées pour récupérer le béton, le concasser, récupérer l'enrobé, en refaire du granulat, etc. Donc en grande masse, finalement, ce qui domine et ce qui va continuer à dominer sans doute, c'est plutôt le recyclage que le réemploi. Le réemploi est bien plus exigeant, le réemploi est bien plus délicat à développer. En revanche, et même s'il reste dans un statut relativement modeste, voire presque marginal, il porte des valeurs, il interroge et il nous présente aussi des valeurs qui nous semblent extrêmement importantes. Des valeurs, ce qu'on appelle des valeurs résidentes, qui sont intégrées dans l'objet même que l'on va réutiliser. Des valeurs d'usage, des valeurs fonctionnelles, ça peut toujours servir. Des valeurs techniques, là encore c'est en bon état et ça peut encore servir. Des valeurs environnementales qui ne sont pas forcément encore bien reconnues, notamment dans le système économique et dans le système de production, alors les économistes sont très gênés, ils parlent d'externalité, c'est un terme vague qui permet de balancer ça sur le côté. Mais ces externalités sont précisément de mieux en mieux évaluées, sont réintégrées dans la pensée de l'économie circulaire, dans la pensée de l'économie tout court, dans les coûts, parce qu'il s'agit souvent de coûts, même s'ils sont différés, même s'ils sont peu apparents, qui sont tout à fait réels. Donc ces valeurs environnementales sont amenées à prendre de plus en plus d'importance, de plus en plus de reconnaissance. Mais aussi, bien sûr, des valeurs culturelles, des valeurs symboliques, des valeurs patrimoniales. Ça y est, j'ai lâché le mot. Qui sont extrêmement importantes et qui, même si quantitativement, le réemploi peut représenter relativement peu de choses, qualitativement, il aura une très grande portée, une valeur symbolique, une visibilité, une qualité, j'allais dire en termes de communication, le mot est peut-être pas très bien choisi,
mais une qualité de visibilité auprès du public, une intégration culturelle qui va se faire de plus en plus globalement. Alors, dans le cadre de cette recherche universitaire, et puis dans le cadre de l'ouvrage qui est sorti de cette recherche, qui est sorti aux éditions du Moniteur il y a environ un an, tout juste un an, enfin un petit peu plus d'un an, on a envisagé cette chaîne de production en 4 étapes clés. Je vais rapidement introduire en chacune de ces 4 étapes. 4 étapes clés qui sont d'abord les diagnostics, d'inventaire en diagnostic. D'abord connaître pour ensuite reconnaître, c'est un passage obligé. C'est la première des étapes à ne pas rater. C'est la première marche de l'escalier. C'est la première chaîne, c'est le premier chaînon de cette chaîne de production. Ensuite, mise en circulation des ressources, la question des fournitures, des fournisseurs est extrêmement importante parce que c'est compliqué de mettre en relation justement les fournitures, les fournisseurs, et de mettre en regard ce que les économistes appellent l'offre et la demande. De rapprocher l'offre et la demande, notamment en dimension du temps dans cette mise en circulation des ressources, est absolument capital. Et puis pour les architectes, mais pas que les architectes, tous les acteurs de la conception, le réemploi amène à penser une conception plus intégrative, à développer certains, réflexes, à retrouver parfois certains réflexes qui ont pu être un petit peu oubliés dans la conception architecturale et technique. Et la réalisation, bien sûr, exigera des acteurs de la construction, entreprises et artisans, des savoir-faire, des modes d'organisation, des capacités j'y reviendrai sur ce mot-là, d'improvisation. Ça, c'est un mot qui fait bondir les juristes, improvisation, quelle horreur. Mais en tant qu'architecte, même si ça représente des risques, j'expliquerai pourquoi quand même je défends ce terme d'improvisation nécessaire. Chaque maillon est important. Alors aujourd'hui, on peut dire, dans le domaine du réemploi, chaque maillon est faible. Il n'y a que des maillons faibles dans le réemploi aujourd'hui. Si on est là aujourd'hui, c'est précisément pour montrer qu'on peut dépasser, qu'on peut petit à petit consolider, renforcer, parfois créer des chaînons manquants, à coup de bonnes pratiques, à coup de bons exemples, bien sûr, à coup de réflexion sur chacune de ces étapes du système de production. Première étape, les diagnostics. Des inventaires en diagnostic, d'inventaires en diagnostic. Un inventaire, ça peut être très général, c'est pas forcément avec une finalité bien précise. Un diagnostic, c'est déjà bien plus que ça. Un diagnostic, c'est connaître en vue justement d'une opération. Le diagnostic a déjà une visée opératoire. Le diagnostic s'inscrit déjà dans une pensée de projet. C'est pas simplement connaître pour connaître, c'est pas le plaisir de l'érudition. C'est déjà hiérarchiser recueillir, mais aussi hiérarchiser, mettre en ordre, sélectionner de l'information pour permettre ensuite de choisir, de faire des choix. Réfléchir avant de démolir, donc ça c'est la première des questions qui se posent dans le diagnostic. Avant d'en arriver aux diagnostics réglementaires que sont les diagnostics environnementaux, amiante, plomb, etc. Et puis les diagnostics réglementaires plus récents comme les diagnostics déchets ou le diagnostic PEMD. PEMD, tout le monde sait ce que ça veut dire, PEMD. Produit, ça y est, je vais me planter. Produits, équipements, matériaux, déchets. C'est un nouveau diagnostic qui a été rendu obligatoire depuis très peu de temps. Dans les faits, ça fait peu de temps qu'il est mis en place. Et qui, au-delà du diagnostic déchets qui était déjà obligatoire depuis 2012 pour des démolitions relativement importantes, oblige à penser non seulement déchets, mais plutôt ressources. Donc c'est une étape extrêmement importante intellectuellement d'aller vers une pensée des déchets, vers une pensée de la ressource, des ressources multiples. À partir de certains seuils réglementaires, effectivement, ces 1000 m² de surface de plancher existants, démolis ou faisant l'objet de curage ou de réhabilitation lourde. Ça, c'est la réglementation. Après, on peut, de manière volontaire, et certaines collectivités publiques montrent l'exemple,
on peut choisir d'appliquer cette méthode de diagnostic PEMD à des projets de moindre importance, mais qui peuvent en valoir tout à fait la peine. Donc le diagnostic intègre déjà une perspective de revente et d'utilisation en matière des éléments de bâtiment qui vont être déconstruits. Le diagnostic suppose des compétences qui sont exigeantes, qui sont en train de se former. Ce n'est pas encore gagné parce que ce qui domine le marché souvent c'est la pratique, enfin, c'est le choix du moins-disant, c'est le choix du moins cher. Qualitativement, on a sur le marché des diagnostiqueurs qui sont très très inégaux. Petit à petit, c'est en train de progresser. Il faudra faire progresser. Il appartient à tout le monde, toutes les personnes qui sont ici dans cette pièce, de faire progresser cette exigence du diagnostic ou des diagnostics. Avec l'idée qu'un diagnostic, c'est aussi toujours itératif. C'est pas je fais un diagnostic, pouf pouf, et puis ça y est, je m'en vais, je passe à l'étape suivante. C'est pas simplement linéaire. Mais ça depuis très longtemps, notamment dans ma pratique d'urbaniste, je m'étais rendu compte qu'un diagnostic, ça durait jusqu'au bout, qu'il fallait l'actualiser, qu'il fallait l'affiner, que précisément parce que ça intégrait des outils de choix, des outils de sélection, ça engageait à faire des choix, il fallait l'affiner sans cesse. Il ne fallait pas simplement s'arrêter sur un premier état de diagnostic à l'origine, et puis passer à une autre étape qui serait complètement cloisonnée, qui serait complètement différente, qui serait complètement isolée d'une certaine manière. Ce diagnostic essaye de mettre en évidence les valeurs résidentes des ressources d'un bâtiment destiné à être déconstruit, avant même qu'il soit déconstruit. J'en ai déjà parlé, ces ressources, ces valeurs fonctionnelles d'usage, ces valeurs technico-économiques, bien plus complexes qu'il n'y paraît, ces valeurs environnementales, mais aussi ces valeurs patrimoniales. 10 minutes, oui, je vais y arriver. Mise en circulation des ressources, c'est la deuxième étape, c'est une étape extrêmement importante, c'est une étape clé. Je pense que c'est une étape qui va être au cœur des débats de cette journée. C'est un maillon que je décris comme particulièrement complexe et fragile. Parmi les ressources du réemploi, on distingue couramment deux types de ressources. Les ressources sérielles, celles qui existent en grande masse, en quantité, comme par exemple cette magnifique série de WC, de cuvettes de WC reconditionnées que j'ai pu observer chez Rotor il y a déjà quelques années. Donc ça, ce sont des produits, entre guillemets, banals, et qui ne vont pas être forcément très... C'est une part qui ne sera pas forcément visible du réemploi. Ça, c'est le côté à la fois massif et discret. En fait, pour être massif, le réemploi devra devenir banal, et certains éléments de construction, ici des équipements sanitaires, peuvent être assez facilement démontés, reconditionnés, remis en état parfois, et remis en circulation, revendus comme des fournitures relativement fiables. Ce n'est pas toujours aussi simple. Les opérations techniques et logistiques à partir des ressources que l'on peut récupérer d'un bâtiment démonté sont complexes. Il faut d'abord les repérer, il faut les démonter de façon soignée. Certaines expériences permettent de voir d'ailleurs, ont pu permettre d'observer en parallèle les avantages et inconvénients, en tout cas de faire une comparaison vraiment argumentée, vraiment sérieuse entre un démontage soigné et une valorisation des éléments démontés par le réemploi, pas simplement par le recyclage. Et puis l'autre option, c'est un démontage, en fait une déconstruction, une démolition rapide, avec un autre type de valorisation par le recyclage, par les gravats, par la grande masse. Et on aboutit dans certains cas à observer que même sur le plan économique, l'option démontage lent, soigné, pas très rapide, peut être vraiment intéressante. Puis après, si on fait rentrer en ligne de compte des valeurs environnementales, par exemple, alors là, il y a des choses qui sont bien plus intéressantes encore, bien plus importantes. Démontage, conditionnement, remise en état. Certains éléments nécessitent une remise en état, une réparation pour pouvoir retrouver leur fonction première. Reconditionnement, stockage. Ah, la question du stockage, c'est une question terrible
pour tous les acteurs qui s'intéressent, pour tous les fournisseurs justement, qui veulent alimenter ce marché du réemploi. C'est une question extrêmement compliquée. Que faut-il stocker? Pour combien de temps? Comment organiser la rotation de ces stocks? L'idéal serait de fonctionner sans stock, c'est-à-dire de permettre de trouver, dès la décision de démonter un bâtiment, une demande, un exutoire, ce qu'on appelle un exutoire, c'est le terme technique, un exutoire pour ces éléments le plus tôt possible, avant même qu'ils soient démontés. Ça, c'est le rêve de tous les opérateurs. C'est un rêve difficile à atteindre, complexe, ça progresse, ça chemine, mais on verra qu'aussi le stockage physique est quand même souvent une phase assez incontournable. Et puis revente à quel prix, sur quel type de marché, en s'adressant à quel type de maître d'ouvrage, de constructeur, privé, public, particulier éventuellement. Donc on a actuellement un tableau de ce niveau, de ce chaînon de la mise en circulation des ressources qui est extrêmement disparate, avec des opérateurs qui ont des profils extrêmement variés. Les maîtres d'ouvrage eux-mêmes peuvent être des fournisseurs, pour eux-mêmes d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont le droit de garder des pièces détachées pour eux-mêmes? Ce n'est pas impossible. Les entreprises de démolition, qui parfois sont aussi des entreprises de construction, donc qui peuvent garder des matériaux pour eux-mêmes ou les remettre en circulation en les certifiant, requalifiant, etc. D'autres intervenants d'aujourd'hui vont aborder cette question de la requalification au sens technique et réglementaire du terme. Il y a des plateformes qui sont numériques, des plateformes qui sont physiques. Il y a des plateformes qui sont issues du milieu associatif, de l'économie sociale et solidaire. Il y en a d'autres qui ont une logique privée. Pour l'instant, le tableau est extrêmement varié et disparate. On sait que dans les années à venir, ça va bouger, ça va, entre guillemets, s'écrémer. Certains acteurs vont disparaître. Est-ce qu'on va assister à des phénomènes de concentration? Est-ce que certains vont prendre le dessus par rapport à d'autres? Pour atteindre l'ambition de créer un marché relativement massif, important, il faudra effectivement une rationalisation très importante de cette étape du réemploi. Et puis, autres acteurs de la mise en circulation des ressources, ce sont en même temps des acteurs de la conception, les bureaux d'études qui font du... Je suis désolé, c'est le mien, j'ai oublié de le couper avant de... Bon, je suis vraiment désolé. Mais ça attendra. Oui, d'autres acteurs que sont les bureaux d'études. Alors, à une étape parfois avant même la conception, les bureaux d'études qui font de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, c'est très très important d'anticiper, de faire appel à ces acteurs qui vont mettre en évidence le plus tôt possible certains gisements, même si ce terme-là est parfois un peu contesté, certaines potentialités tout simplement d'un bâtiment qui est destiné à être déconstruit. Donc ça, c'est très important d'anticiper. Et ces différents acteurs de la maîtrise d'ouvrage, de l'aide à la maîtrise d'ouvrage sont en même temps bien placés pour peut-être organiser le plus tôt possible la mise en relation entre l'offre et la demande. Idéalement, les conditions favorables de cette remise en circulation des ressources seraient de privilégier les circuits courts, de privilégier la prévente, j'en ai déjà parlé, de limiter aussi les opérations de transformation. Mais, alors ça, c'est l'idéal, sachant que si on veut petit à petit offrir des garanties de qualité de produits pour les nouvelles constructions, il faudra quand même des opérations de transformation et de contrôle qui vont apporter ces garanties de requalification ou de recertification des produits, pour parler technique. Les objectifs, il faudra monter en compétences et en généralité, pas simplement s'attacher à des ressources qui sont singulières, des pièces uniques qui sont particulièrement intéressantes, qui ont une signification culturelle et patrimoniale particulièrement attachante souvent, mais aussi atteindre cette dimension de masse.
Troisième étape, la conception. Accueillir l'imprévu. Waouh, quel programme. Ça n'est pas impossible. Ce dont je parlais au niveau de la conception architecturale, et ça ne concerne pas que les architectes, là encore les acteurs sont assez nombreux, c'est tout un écosystème, si on peut dire, qui est concerné, pour parfois retrouver des valeurs qui ont toujours existé, les valeurs de flexibilité d'usage d'un édifice, d'une construction, les possibilités de reconversion, d'adaptation à de nouveaux usages. Bon, l'abbaye aux Dames, où nous sommes aujourd'hui, n'était pas à l'origine destinée à recevoir des conférences. C'est un très bel exemple de reconversion. Ces bâtiments anciens, très souvent, dans la mesure même où ils n'étaient pas conçus pour des fonctions extrêmement précises, ont une capacité à trouver, à s'adapter à de nouvelles fonctions. C'est peut-être ça qu'il faut retrouver par rapport à une période moderne, au XXe siècle, où on a assisté à une hyperspécialisation des programmes, à une surdétermination des espaces par les programmes. Donc, flexibilité, ouverture à l'usage, adaptation, etc. Évolutivité. L'évolutivité, ça engage la dimension du temps, pas seulement celle de l'espace. Cette capacité à accueillir des transformations, des extensions, parfois des soustractions qui peuvent être nécessaires. Réversibilité. Oui, il y a 50 ans, on ne parlait pas tellement de réversibilité, c'est vrai. Certains, quand même pionniers, en parlaient déjà, mais aujourd'hui, c'est une question qui va s'imposer de plus en plus quand même. Les bâtiments que l'on construit aujourd'hui, on est contraint, on est tenu, ne serait-ce que moralement, de les concevoir comme pratiquement réversibles. Et puis improvisation, je vais revenir sur ce mot-là, avec des attitudes à développer, conjecture et contingence. La conjoncture, c'est le contexte. Les conjectures, c'est les scénarios, c'est les hypothèses. L'idée de ne pas faire un projet, mais plusieurs projets, plusieurs hypothèses. Pour ça, il faut anticiper tôt au niveau même du programme. Pour ça, il faut faire ce qui est devenu une pratique évidente, courante aujourd'hui en matière de réhabilitation, c'est-à-dire on n'aborde pas la réhabilitation de bâtiments avec un programme prédéterminé. C'est l'édifice lui-même, c'est ce qui est déjà là, qui va offrir des possibilités pour tel ou tel programme, un certain nombre de choix, un certain nombre de scénarios, etc. Et puis, le dernier terme qui m'est cher, c'est le terme de contingence, pour accueillir l'imprévu, pour s'ouvrir à ce qui n'est pas programmé d'avance, justement. Voilà, dans ce processus de conception, chaque acteur a un rôle important à jouer, les architectes, je l'ai dit, mais aussi les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, les assurances, tous ces acteurs, tout ce milieu professionnel qui entoure le travail de la conception. Avec l'idée qu'on a une ressource inépuisable, qui n'est pas donnée, qui n'est pas forcément très bon marché, mais à laquelle il ne faut pas hésiter à recourir, c'est la matière grise, c'est l'imagination. Allez, c'est la dernière vue. C'est celle qui concerne la réalisation, le chantier. Une fois qu'on a déjà franchi toutes les étapes précédentes, on est content d'arriver au chantier. Même si dans le chantier, il s'avère qu'il y a encore des imprévus, et des imprévus plus importants que ce qu'on peut imaginer en construction neuve. Ceci dit, on n'est pas très éloigné de ce qui se passe en matière de réhabilitation lorsqu'on réhabilite un bâtiment ancien. Chemin faisant, dans le cours du chantier, parce qu'on n'a pas pu faire auparavant un certain nombre de sondages destructifs, etc., on découvre qu'il y a de nouvelles contraintes, on découvre parfois qu'il y a de nouvelles potentialités, on découvre qu'il faut parfois introduire des variantes, pouvoir s'adapter à tout moment. Alors, c'est en cela que j'utilise ce terme d'improvisation, sachant qu'il fait extrêmement peur aux juristes et aux assurances, mais sachant que c'est une pratique qui est extrêmement exigeante, l'improvisation. On n'improvise pas n'importe comment, on improvise à partir d'une base très solide, on improvise à partir d'une compétence et d'un savoir-faire très étendu, forcément, pour se payer le luxe, entre guillemets, d'improviser. Il faut d'abord avoir un entraînement, une connaissance de fond extrêmement solide.
Et puis, même si on adapte, même si chemin faisant, on découvre, on propose de nouvelles solutions, il faut les faire valider. Il faut les décrire, il faut les discuter, il faut les faire valider par tous les acteurs concernés, y compris les sociétés d'assurance, par exemple. Mais ça, d'autres que moi vont en parler aujourd'hui. Vers la réversibilité, eh ben voilà, si on atteint effectivement cette pensée de la réversibilité, la boucle sera bouclée, ce sera parfait. Merci de votre attention. Merci Pierre. Merci pour votre introduction qui campe bien le sujet et qui campe bien toutes les étapes. J'avais quand même une toute petite question, mais très rapide à vous poser. C'est est-ce qu'on a des indicateurs aujourd'hui qui permettent d'objectiver la filière? Je pense notamment en termes de quantité de matériaux de réemploi, peut-être en montant de travaux, parce qu'on connaît la quantité de déchets, mais on ne parle jamais de cette quantité de matériaux de réemploi. Non. La réponse est assez simple. En matière de recyclage, on est dans les grandes masses. Et là, on peut dégager des chiffres sérieux. Et ça va continuer à progresser, d'ailleurs. En revanche, en matière de réemploi, on est encore dans un ensemble de pratiques qui sont très modestes, qui sont plutôt marginales. Ce sont des niches. Alors, qui sont exemplaires, qui sont remarquables, qui sont magnifiques parfois. J'espère en découvrir avec vous de nouveaux exemples aujourd'hui. Mais voilà, ce sont les beaux arbres qui ne font pas encore une forêt, c'est clair. Il faudra tendre vers cela. Est-ce qu'on peut évaluer aujourd'hui la part du réemploi? Ça me paraît quasiment impossible. Est-ce que l'on peut avoir des objectifs en la matière, certains cahiers des charges dans certains chantiers, certaines opérations précises essaye parfois de fixer, par exemple, des pourcentages de réemploi, on se rend compte que c'est pratiquement intenable. Il y a tellement d'aléas, il y a tellement justement de conjectures complexes que tenir des objectifs vraiment déterminés d'avance, c'est extrêmement difficile. Et à l'inverse, on s'aperçoit que chemin faisant, avec des acteurs qui ont la volonté, qui s'engagent, qui se mobilisent, qui sont attentifs à chaque étape d'un projet sur cette question-là, on découvre des ressources en avançant au fur et à mesure, plus importante que ce qui était imaginé au départ.